Donc, je vais vous parler d'alimentation de précision chez le porc et plus exactement d'exemples de développement en cours pour son application. Donc, pourquoi on s'intéresse à l'alimentation de précision? C'est tout simplement parce que l'alimentation, comme vous le savez sûrement, est un levier majeur en production porcine. Ça représente 60% au minimum des coûts de production en 2014. L'aliment a également l'utilisation de l'aliment et son bonne utilisation a également un impact environnemental, puisque être économe sur l'utilisation d'aliments permet aussi des économies de ressources et des impacts associés pour sa production, et également les réductions de rejets à risque pour l'environnement. Et enfin, l'alimentation, c'est aussi un gros levier pour la qualité des produits, donc la répartition tissus maigres, tissus gras, et également pour l'homogénéité, l'hétérogénéité des produits. Donc, en général, l'amélioration de l'efficience alimentaire des systèmes porcins, c'est un enjeu majeur pour assurer leur durabilité et leur compétitivité dans le cadre actuel, notamment de prix des aliments ou de paiement des carcasses. Alors, le problème qu'on a, ou la possibilité qu'on a aussi en production porcine, comme dans une autre production, c'est qu'on a une hétérogénéité entre individus, alors qui se caractérise par d'abord une quantité ingérée différente entre individus. Ici, vous avez l'évolution en fonction de l'âge de l'ingéré pour un certain nombre d'individus. Vous voyez que ce sont des courbes réelles. Donc vous voyez que la diversité qu'on peut avoir pour un même troupeau, de même génétique, d'animaux qui démarrent au même âge. Alors ça se traduit bien sûr, selon les caractéristiques de l'aliment et des quantités distribuées, par une variabilité des nutriments ingérés, et donc des différences dans les performances, notamment de croissance. Ce qui fait qu'à un âge donné, on a des poids très variables entre animaux. Et là, vous avez pour les mêmes animaux les diversités de courbes de croissance. Donc vous voyez, les mêmes animaux qui démarrent avec des poids assez, déjà avec une certaine gamme de variabilité, finissent également avec une grande variabilité. Et ça implique aussi, donc, pour nourrir ces animaux, des besoins différents qu'il faut déterminer. Par exemple, ici, vous avez les données en rouge, en vert, pardon, les besoins de l'animal moyen en fonction du temps, en lysine digestible. Et si on considère l'effet de la population, il y a plusieurs études là-dessus, en fait, si on veut optimiser le potentiel de la population, on est obligé de donner une marge de sécurité afin de pouvoir potentialiser les animaux les plus demandeurs. Donc on a une hétérogénéité qui est liée au potentiel de l'animal et aussi aux caractéristiques de l'aliment. Et ça, c'est très important à gérer pour l'éleveur, puisque lui, il doit gérer, donc tenir compte de cette variabilité pour gérer les quantités et les qualités, pour réduire ses coûts. Et il doit aussi la gérer pour obtenir des animaux dans une gamme de paiement qui va correspondre, qui est intéressante pour lui. Donc il faut qu'il gère ces différences de poids pour son abattage. Ce qui fait que ça complique sa gestion, ou ça lui donne d'autres points, et que ce soit en termes d'alimentation et d'abattage, et qu'il n'y a pas forcément d'outils pour caractériser, contrôler finement cette variabilité actuellement. Alors, les grands principes de l'alimentation de précision en production animale, Clément reconnaîtra son schéma. Donc, en grosso modo, c'est mieux caractériser les performances du groupe ou de l'individu, quand on peut aller jusqu'à l'individu en termes de gestion de croissance, voire de nature des dépôts, quand on a à disposition ces éléments, et sa santé. Pour mieux maîtriser les apports, donc ça implique l'utilisation de matériel pour ça, en termes de qualité et de quantité, et améliorer l'efficacité via la réduction des coûts, des rejets, ou pour une qualité ciblée. Et on peut le faire éventuellement jusqu'à l'échelle individuelle, mais ça dépend des productions. Et en bovin, c'est plus facile qu'en porc, qui est également plus facile qu'en volaille. Alors ça implique pour nous de passer par l'application de concepts nutritionnels, l'utilisation des protéines, l'utilisation de l'énergie. Et donc c'est toute la partie traitement de données qui s'appuie sur une partie de modèle nutritionnel pour utiliser les données et mieux traiter l'information pour déterminer les besoins et adapter les apports. Alors il y a eu des études par modélisation notamment qui ont montré l'intérêt de l'ajustement de la qualité des apports chez les porcs en croissance. Si vous le regardez chez le porc en croissance, si on ajuste individuellement et quotidiennement la ration à chaque animal plutôt qu'à une stratégie habituelle appliquée au groupe, il y a des études qui ont montré qu'on pouvait réduire de 11% le coût d'aliments ou l'excrétion d'azote de près de 40% et de phosphore. La même chose par expérimentation, avec des petits groupes, on peut améliorer un peu les performances, mais surtout diminuer l'ingestion et l'excrétion d'azote, donc un effet sur l'environnement. On peut avoir les mêmes effets montrés par la modélisation chez la truie en gestation-lactation, donc pour une truie, on va dire, de performance standard.
Si on utilise des stratégies habituelles à une phase en gestation et un aliment en lactation, si on base déjà des stratégies différentes selon la parité, ou si on va jusqu'à l'utilisation d'un aliment évolutif pour correspondre aux besoins, si on simule les performances, on voit que vous avez l'azote ingéré, la lysine, l'excrétion, le coût, en jaune le classique, on va dire, en orange le biphase et le multiphase en marron. Vous voyez qu'on réduit l'azote ingéré, on réduit la lysine, mais également l'excrétion et le coût. Donc on a une amélioration d'efficacité générale. Alors la question qu'il y a derrière, en fait, c'est l'utilisation de ces modèles, c'est qu'on passe en fait d'une prédiction a posteriori à l'analyse en temps réel des données. On peut ajuster des modèles sur utiliser des données qui sont plus ou moins fréquentes pour déterminer dynamiquement, par exemple, les besoins nutritionnels. Donc à partir de ces données, on peut déterminer sur une certaine période. On peut le faire a posteriori. Ce qui est plus difficile, c'est anticiper les performances et les apports pour atteindre ces performances. C'est-à-dire on utilise une partie des données pour prédire ce qui va se passer après. Et ça nous permet de fournir du conseil et d'aider à la décision. Alors les données qui sont utilisées ou utilisables chez le porc, c'est bien sûr le poids vif, les quantités ingérées. La qualité, ça c'est plus difficile déjà à obtenir de façon dynamique. Le statut sanitaire, l'activité on va le voir un peu. La digestibilité des aliments, les conditions d'ambiance, ça on a déjà des éléments. On a donc des informations variées, des disponibilités d'informations qui évoluent avec la technique, selon les capteurs, et des solutions d'analyse qui doivent aussi évoluer. Alors il y a des solutions en développement en termes de matériel pour contrôler les quantités offertes et mesurer l'ingéré, et distribuer des mélanges d'aliments. Par exemple, en lactation, chez la truie ou en gestation, on a des distributeurs, que ce soit pour les truies en lactation donc, ou avec le passage des truies en gestation. On a des distributeurs automatiques d'aliments qui ont été développés et où on peut commencer à différencier les truies sur l'alimentation. On a des exemples d'équipements en porc charcutier commerciaux avec des dispositifs de tri, par exemple, associés à des systèmes d'alimentation pour différencier par groupe les animaux et donc l'alimentation par groupe. Et on a des éléments, des dispositifs plus expérimentaux comme ceux disponibles à l'INRA et à l'IFIP qui sont en développement ou ailleurs, dont je vais parler un petit peu après. Donc il y a, en plus de ces développements matériels, on a aussi des développements en cours pour interpréter les données, les transformer en conseils de décision. Donc par exemple, on a en cours un projet CASDAR qui est sur l'amélioration des performances et bien des détruits, en mobilisant des nouvelles technologies pour l'alimentation de précision, et également sur l'aspect santé et signaux de comportement. Donc c'est en collaboration entre l'IFIP, l'INRA, la CRAB et une société qui fournit des capteurs. C'est venu du constat que quand on a passé les truies en groupe avec la législation, selon le type de logement dans lequel elles étaient, quand vous avez une augmentation de la surface de la case, vous avez aussi une augmentation des distances parcourues par les truies dans ces logements, et comment on va pouvoir prendre en compte ce type d'informations quand on va nourrir ces animaux pour leur permettre d'avoir une gestation qui se passe bien et également du coup une lactation qui se passe bien. Alors dans le projet, l'idée c'est de récupérer des données sur le poids vif, le stade de gestation, rang de portée, quantité ingérée, épaisseur de l'arc dorsal, l'activité physique, c'est là qu'on intervient avec des nouveaux types de capteurs, température et les conditions d'environnement, on va dire, et avec des objectifs. Donc le but c'est d'intégrer ça dans des modèles nutritionnels qu'il faut adapter maintenant pour définir des rations mieux adaptées justement à l'activité de la truie et possiblement individuellement via les DAC. Et ça permet aussi de dire, comme on l'a montré Nick aussi, on voit des évolutions et on peut avoir des systèmes d'alerte en fonction de ce qu'on détecte avec ces nouveaux éléments. Alors par exemple, quand on relie les données des capteurs avec des mesures de dépenses énergétiques pour affiner les modèles, c'est ce qu'on est en train de faire dans le... On caractérise l'activité des truies par des accéléromètres. On combine ça, nous, en termes d'expérience avec des mesures en chambre expiratoire pour avoir des données énergétiques. Et ça nous permet d'identifier, de vérifier l'identification qu'a le capteur de différentes positions et d'analyser en même temps les relations qu'il y a avec cette activité et dépenses énergétiques. Donc là, on affine nos connaissances et ça nous permet de dire... d'affiner les modèles et pourquoi pas de dire telle truie, puisque je l'ai détecté avec beaucoup d'activités, peut-être que je dois lui fournir un peu plus d'énergie pour l'emmener comme il faut jusqu'au bout de la gestation. Alors je vous présente maintenant
les réflexions qu'on a dans un projet européen qui s'appelle Phylogene, donc qui a démarré, qui va jusqu'à 2020, pas 2010, hein, on ne revient pas dans le temps, qui concerne les monogastriques. Et il y a plusieurs composantes. Alors on s'intéresse dans ce projet à mieux caractériser les aliments, parce que bien faire de l'alimentation de précision, c'est aussi savoir ce qu'on donne à nos animaux. Donc il faut bien caractériser les aliments et leur digestibilité, par exemple, voir leur composition en temps réel. Bien caractériser les animaux eux-mêmes, donc est-ce qu'on a des critères qui peuvent être améliorés ou de nouveaux critères qu'on puisse utiliser en liaison avec l'efficacité élémentaire. Il faut aussi avoir des modèles pour analyser les données, donc modéliser un peu les mécanismes qu'il y a de l'utilisation des aliments pour mieux comprendre pourquoi tel animal réagit de telle façon. Et comment implémenter tous ces éléments dans des outils d'aide à la décision pour la gestion en temps réel. Alors, pour combiner et traiter les informations en temps réel, donc on combine des informations de comportement, d'activité, de température interne ou externe, de points d'ingestion, alors à travers des dispositifs qui permettent maintenant d'obtenir automatiquement et individuellement chez les animaux. Donc là, vous avez l'exemple d'un dispositif à l'IFI pour l'alimentation rationnée des porcs. On a un équivalent, mais pour des alimentations ad libitum à l'INRA. Vous avez donc des informations qui sont rentrées dans une base de données en complément de connaissances sur l'aliment. Il y a une analyse en temps réel des informations et une estimation des performances attendues. Et donc, en fonction des performances passées, on estime ce que l'animal va pouvoir faire, ce qui nous permet de renvoyer une info aux alimentateurs. Donc là, c'est ce qu'on est en train de développer, hein, c'est l'objectif final de l'outil qu'on veut développer. À partir de ces éléments, de l'outil de la décision, on peut contrôler les alimentateurs et donner des informations à nos logiciels d'alimentation. Donc en conclusion pour cet exposé, donc, on a une diversité de données croissante en élevage, hein, avec le développement des capteurs pour les mesures de paramètres biologiques, morphologiques, comportementaux. On a également des capteurs qui existaient déjà, mais qui peuvent être utilisés peut-être différemment maintenant sur l'environnement. En distribution d'aliments, on a également des solutions techniques qui existent, qui sont en développement. On le voit tous les ans dans les salons spécialisés comme le SPACE ou comme le salon de l'élevage. Mais il y a également besoin de développement de modèles ou d'outils qui sont à venir, qui sont en cours, hein, pour analyser les données, les traiter, les interpréter, pour aider à la décision. Donc ça veut dire intégrer les données classiques, on va dire, et les nouvelles données, pour aider à la décision, pour une adaptation plus fine, individuelle et en temps réel, et selon des objectifs de performance, d'impact, de qualité de produit. C'est-à-dire on n'est plus seulement je veux avoir le GMQ moyen attendu, mais je peux dire je veux peut-être essayer de réguler en fonction du prix de l'aliment en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas un optimum à trouver entre performance et prix de l'aliment au final, ou impact environnemental. Donc des objectifs qui vont peut-être être différents, et donc des actions qui vont peut-être être modulées différemment que sur la seule performance, avec des objectifs qui vont être différents. Et donc tout ça, ça implique du contrôle, mais du rétro-contrôle aussi, donc des évolutions aussi dans notre façon de penser nos modèles. Et voilà, j'ai plus qu'à vous remercier de votre attention et à attendre vos questions.